Delatte. Christophe Delatte. Aujourd'hui, le récit d'un événement devenu une affaire planétaire. L'attentat en mars 1995 contre le métro de Tokyo. Un attentat au gaz sarin, un gaz neurotoxique mis au point par les nazis. L'enquête révèle que c'est une secte qui a répandu ce gaz. La secte Aum Shinrikyo qui voulait tout simplement déclencher une guerre mondiale. Réalisation, signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Delatte. La scène a lieu le 27 juin 1994 à Matsumoto, au Japon. En pleine journée, un camion traverse le parking d'un supermarché. Sur le moment, personne ne le voit. Mais c'est un camion équipé d'un réservoir et d'un tuyau d'évacuation. Et sur ce parking, à l'heure des courses, il répand un gaz. Tu sens l'odeur ? C'est quoi ça ? Et les gens se mettent à tomber comme des mouches. Après le passage de ce camion sur un parking de Matsumoto, on compte 7 morts et plus de 200 personnes intoxiquées. On fait des analyses du sang des victimes. C'est du gaz sarin, figure-toi. Du gaz sarin. Stupeur générale. Le gaz sarin est une arme chimique inventée par les nazis. Et depuis, il n'a été utilisé qu'une seule fois dans l'histoire, il y a 3 ans, par Saddam Hussein contre les Kurdes d'Irak. Qui a ressuscité ce gaz maudit ? Et pourquoi ? Dans les premières heures de l'enquête, la police tombe sur un gars du quartier, l'un de ceux qui a donné l'alerte, un certain Kono. Chez lui, dans une cabane au fond de son jardin, elle trouve des produits chimiques. Alors la télévision japonaise s'essuie les pieds sur ce type pendant quelques semaines. Et puis on découvre que les produits chimiques en question sont de l'engrais. Les télés sont obligées de s'excuser publiquement. Et du coup, on ne sait toujours pas qui a répandu le sarin, ni pourquoi. Et là, apparaît un personnage essentiel de cette histoire. Shoko Egawa. C'est une jeune journaliste indépendante et elle a sa petite idée sur qui a fait ça. Et elle va le dire tout de suite à la police. Je suis absolument certaine que c'est la secte Aum Shinrikyo. C'est elle qui a répandu le gaz. J'en suis certaine. Ça fait 5 ans que je travaille sur eux. Je vous jure que ça leur ressemble. Mais on lui rit au nez et on la traite de folle. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette secte Aum Shinrikyo ? Shinrikyo en japonais, ça veut dire vérité suprême. Dans ces années-là au Japon, c'est un mouvement religieux comme les autres. 3000 à 5000 personnes qui ont renoncé au monde moderne et qui ont rejoint le gourou Shoko Asahara. Un type aux cheveux longs, qu'on voit souvent à la télévision. Il prêche un retour au bouddhisme originel et à la pratique de la méditation pour arriver à l'illumination. Rien de très original en vérité. Il y a des dizaines de mouvements du même acabit au Japon. Cela dit, Shoko Asahara est quand même un drôle d'oiseau. Figurez-vous qu'il vend les poils de sa barbe. $375 le centimètre. Et les gens achètent. Il vend aussi l'eau sale de son bain. La mare miraculeuse, comme il dit. $800 le litre. Quoi ? Vous n'avez pas envie de boire un verre d'eau du bain de Shoko Asahara ? Vous avez tort, c'est très goûteux. Ça crougnoute un peu le pied sale. Mais on passe vite dessus, je vous jure. Trois mois après l'attentat de Matsumoto, le 20 septembre 1994, dans la nuit, dans sa petite maison de Yokohama, la journaliste Shoko Egawa, dont je viens de vous parler, est réveillée à 3h30 du matin par un bruit au rez-de-chaussée. Un bruit de ferraille. Elle attrape ses lunettes, elle descend tout doucement l'escalier, elle a la boule au ventre, elle se dit c'est eux, la secte Aum Shinrikyo, depuis le temps qu'elle les dénonce. Elle arrive en bas de l'escalier et là, elle sent une odeur.
une odeur atroce, l'odeur d'un gaz. Et évidemment, elle inspire. Et immédiatement, une douleur lui saisit la gorge et la poitrine. Alors elle attrape ses clés, elle se précipite dehors et elle réussit à rejoindre l'hôpital à temps. Ça n'est pas du gaz sarin, mademoiselle. Mais vous aviez raison sur un point, c'est une arme chimique. Du phosgène. C'est un gaz asphyxiant et mortel qui s'attaque aux poumons en les faisant gonfler jusqu'à l'étouffement. Vous avez eu beaucoup de chance, mademoiselle, d'en sortir vivante. Dès qu'elle sort de l'hôpital, Shoko Egawa fonce au bureau de police. « Mais vous attendez quoi, au juste ? L'attentat de Matsumoto, c'était eux. Et maintenant, ils ont voulu me tuer. Je vous le dis, tout ça n'était qu'un entraînement. Si vous ne faites rien, le prochain massacre, vous l'aurez sur la conscience. » Mais la police ne moufte pas. La peur du scandale, bien sûr. S'en prendre au mouvement religieux n'est pas du tout dans la tradition japonaise. Si la police touche à la secte Aum, on criera à la persécution religieuse. Et donc les policiers font l'autruche. Enfin, pas tout à fait. Ils font un petit pas. Il y a quelques mois, les habitants du quartier de Koto, à Tokyo, ont été incommodés par de drôles d'odeurs. Des odeurs qui semblaient venir justement du quartier général d'Aum Shinrikyo. Alors en secret, la police fait faire des prélèvements aux abords du QG. Et les résultats tombent. Il y a bien des résidus de décomposition du gaz sarin dans les échantillons analysés. Hein. Elle avait raison, Shoko Egawa. Elle avait raison. Le jour du Nouvel An 1995, l'affaire sort dans la presse. Et comme prévu, la secte crie à la persécution religieuse. Elle accuse la police d'avoir pulvérisé le sarin sur eux en hélicoptère, rien que ça. Et le gourou, Shoko Asahara, enregistre un message vidéo dans lequel il apparaît très diminué et malade. « Je souffre des effets mortels du gaz répandu par la police. J'affronte maintenant la mort. » Quel cinoche! Mais dans l'opinion japonaise, ça marche. Il y a une explication à ça. Shoko Asahara a été reçu 5 fois par le Dalai Lama. Il le qualifie de disciple. Et donc l'onction daïlamesque a fait de Shoko Asahara une figure religieuse respectée, presque un saint homme. Et le voilà qui accuse le gouvernement de l'avoir gazé. Les gens y croient. Pour lever les derniers soupçons, la secte fait venir les journalistes dans ses locaux. Et elle leur montre la grande salle où on les accuse de fabriquer le gaz sarin. Comme vous pouvez le constater, ici, messieurs, dames, ça n'est pas un laboratoire pour faire des armes chimiques. C'est un temple. Et effectivement, à l'endroit même où auraient dû se trouver les cuves de sarin, trône un immense Bouddha. Pensez-vous que ce Bouddha soit apparu tout seul au milieu de la nuit ? Du coup, la presse bascule du côté de la secte. Et la police est humiliée. Un mois plus tard, en février 1995, Hiyoshi Kariya, un notaire de 68 ans, rentre du travail à pied à travers les rues de Tokyo, grouillante, comme d'habitude. Depuis quelque temps, il se sent traqué. Il pense qu'il est dans le collimateur de la secte Aum Shinrikyo à cause de sa sœur. Un jour, à 62 ans, sa sœur est arrivée chez lui et elle lui a dit « J'ai rencontré les membres d'une communauté formidable au cours d'un cours de yoga et j'ai décidé de les rejoindre. J'espère que tu me comprendras. » Une semaine plus tard, elle réapparaît dans un état lamentable. « Hiyoshi, aide-moi. Je me suis échappé. Ils m'ont drogué, Hiyoshi. Ils m'ont torturé, ils m'ont enfermé dans une cave. Ce sont des monstres, Hiyoshi. » Et elle lui parle de prison sous terre, de torture, de produits chimiques. Alors Hiyoshi la planque chez un ami, mais depuis, il reçoit des coups de fil anonymes. « Dites-nous où se trouve votre sœur. Sinon vous allez avoir des ennuis. » Ce matin-là de février 1995,
Hiyoshi a tellement peur que la veille, il a laissé un message sur le répondeur de son fils. Mon fils, sache que si je disparais, c'est que j'ai été enlevé par la secte Aum Shirikyo. Mais aujourd'hui, en rentrant du travail, il ne voit pas venir la camionnette qui s'arrête à sa hauteur. 4 hommes en sortent. Ils l'attrapent et ils le jettent à l'arrière. On ne le reverra jamais vivant. Voilà comment la secte traite ceux qui lui résistent. En tout cas, avant de mourir, il a eu une bonne idée, ce brave notaire. Le message sur le répondeur de son fils. Parce que ça, plus le témoignage de sa sœur, qui en vient, qui y était, qui s'en est échappé, eh bien maintenant on a la preuve que ces gens fonctionnent hors la loi. La police ouvre enfin les yeux. Dans le secret le plus total, le département de la police urbaine de Tokyo prépare alors une opération de très grande envergure. Il s'agit de neutraliser la secte, de s'assurer qu'elle ne dispose pas de réserves de gaz sarin. Le projet consiste à attaquer tous les temples de la secte dans le pays en même temps, en jouant sur l'effet de surprise. Le dimanche 19 mars 1995, la police organise une répétition avec des combinaisons de protection chimique et des masques à gaz. Le raid est prévu pour le lendemain matin. Mais le soir même, coup de téléphone. On a un problème. Une police locale d'Osaka qui a procédé à des arrestations dans le centre Aum d'Osaka. Une histoire d'enlèvement, d'après ce que j'ai compris. Et merde! Et merde, effectivement. Et vous ne savez pas à quel point. À cause de ces crétins d'Osaka, l'opération est annulée. La police a perdu l'effet de surprise. Et on en reparlera longtemps de cette annulation, de cette patrouille d'Osaka qui a tout fichu par terre. Parce que figurez-vous que la secte, ce jour-là, préparait un attentat qui va faire date dans l'histoire du Japon. Et cet attentat a lieu demain. Lundi 20 mars 1995, 7 heures du matin, le jour se lève sur Tokyo. 5 millions de Tokyoïtes s'apprêtent à prendre le métro. C'est le métro le plus efficace de la planète. Il transporte chaque année 2 milliards de passagers, c'est-à-dire le double du métro de New York. À 7h43 précisément, à la station Ueno, sur la ligne Ibiya, en direction de Kasumi-Gazeki, un homme monte dans la 3e voiture de la rame A720S. Et très discrètement, il laisse tomber 3 petits paquets emballés dans du papier journal. Personne n'y prête attention. Ce sont de tout petits paquets. Une station, 2 stations. À la station Ikihabara, les portes s'ouvrent et là tout va très vite. L'homme tient à la main un grand parapluie et d'un geste sûr, de la pointe de son parapluie, il perce les 3 petits paquets. Et il sort du wagon au moment où les portes se referment. Au moment où le piège se referme. Car dans ces 3 petits paquets, il y a 3 poches de sarin à l'état liquide. En les perçant, ce monsieur qui s'appelle Yasuo Hayashi vient de libérer la mort. Normalement, le sarin n'a pas d'odeur. Mais le cocktail fabriqué par la secte Aum est impur. Alors il pue, une odeur de moutarde, de caoutchouc brûlé. Et c'est ça, l'odeur, qui d'abord alerte les gens dans les wagons. Et ensuite ça leur pique aux yeux. Et il y en a qui se mettent à éternuer. Atchou! À la station Kodemacho, les portes s'ouvrent et un passager shoot dans l'un des paquets. Il l'envoie sur le quai. Et ce faisant, il projette du sarin partout. Ici, plus tard, on retrouvera 4 morts. La Rama 720S poursuit sa route. Et à partir de maintenant, c'est un manège de la mort. À chaque station, les wagons libèrent du sarin. Dans les rames et maintenant sur les quais, les gens commencent à s'effondrer.
Mais un quart d'heure après l'ouverture des poches de sarin, la rame poursuit sa route, comme si de rien n'était. Et ça n'est qu'à la 5e station que quelqu'un tire la sonnette d'alarme. Il est 8h16, les portes du métro s'ouvrent et 5 passagers s'effondrent sur le quai en bavant. Les wagons sont pleins de gens inanimés et le sarin, évidemment, continue de se répandre. Et surtout, personne ne comprend rien à ce qui se passe. Il semblerait que quelque chose ait explosé. Il y a beaucoup de blessés. Une explosion, tu parles? Une explosion, ça vient d'un coup et puis c'est fini. Dans la station, c'est la panique. Les gens se marchent les uns sur les autres pour tenter d'atteindre la sortie. Boulanger. Bon, chérie, cette année, on fête Noël à la montagne. Ah ouais, à nous les belles balades en raquette. Ah ouais, non, je sais pas. Moi, je voyais plutôt les bonnes balades en raclette. Avec Boulanger, vivez un Noël autrement. Avec du fabriqué en France et des prix magiques. Comme l'appareil à raclette et pierre à cuire 8 personnes Lagrange, élément bleu Abyss à 79,99€ au lieu de 99,99€. À commander tout de suite et à retirer dans 1 heure en magasin. Boulanger, si bien ensemble. Jusqu'au 26 décembre, 30 centimes d'éco-participation. Conditions boulanger.com. Il faut attendre 8h30 pour que la direction centrale du métro de Tokyo comprenne que c'est une attaque au gaz. Partout, dans les voitures, sur les quais et maintenant à l'extérieur, à la sortie des bouches de métro, il y a des gens qui vomissent, d'autres qui crachent du sang. Il y en a qui font des convulsions et d'autres qui sont paralysés. Et ce qui est très étrange, c'est que personne ne crie. Car le gaz sarin attaque les poumons, il paralyse les voies respiratoires. Et on meurt sans pouvoir crier. Sur cette ligne, on dénombrera 8 morts et 2500 blessés, dont certains garderont des séquelles à vie. Le terroriste, lui, a rejoint une voiture qui l'attendait en surface. Il est déjà loin. Mais il n'y a pas que cette ligne qui est touchée. Le même scénario se joue au même moment dans 4 autres rames de métro. À 8h30 du matin, sur la ligne Chiyoda, Toshiaki Toyoda, 34 ans, à la surveillance du métro, achève son service. Il est en train de boire son thé. Il va rentrer chez lui. Et là, il voit son chef débouler. « Toshiaki, il y a eu une explosion à la station Chokiji. Il a fallu arrêter la rame. Il y a un passager qui signale un objet suspect à bord. Il faut aller vérifier, s'il te plaît. » Son service est terminé, mais Toshiaki Toyoda fonce sur place avec un collègue. Et dans la rame, il tombe sur une sorte de flaque. Noire. C'est vraiment bizarre, ce truc. Ça colle. Et qu'est-ce que ça pue, hein? Le collègue de Toshiaki s'accroupit et il commence à éponger le liquide à la main. Et là arrivent 4 agents de nettoyage armés de sacs plastiques et de serpillères, et eux aussi, ils se mettent à éponger le sarin liquide. Et à un moment, Toshiaki voit son collègue qui l'accompagne s'effondrer, se mettre à trembler, être pris de convulsions. Alors les gens les mettent tous les deux sur des brancards et ils les montent à l'air libre. Mais là-haut, il n'y a pas d'ambulance. Là-haut, c'est le chaos. Des dizaines de gens qui convulsent. Et c'est finalement une équipe de télévision qui amène les 2 agents du métro contaminés vers l'hôpital. L'hôpital où le collègue va mourir dans d'atroces souffrances. Les blessés sont évacués vers une 30aine d'hôpitaux de Tokyo. La plus proche de la station Tsujiki, l'hôpital de Saint-Luc, en admet 500 en 1 heure. Une femme y arrive dans un état de douleur effroyable. « Messieurs, ça me brûle !» Et là, on se rend compte que ces lentilles de contact ont fondu sur les globes oculaires. Sur la ligne de métro Marunouchi, le terroriste n'a pas bien percé ses poches. Alors du coup, le sarin s'écoule beaucoup plus lentement.
Et quand le train arrive à son terminus, il repart pour un tour, figurez-vous. Cette rame va faire 3 fois la ligne avant d'être arrêtée à 9h27 près du Parlement. La plupart des passagers ont été intoxiqués à bas bruit. Ils ne verront les symptômes apparaître qu'à leur arrivée au bureau. Et il faut attendre 10h30, soit 2h30 après le début de l'attaque, pour qu'un médecin de l'armée japonaise déclare « Tout indique que nous avons été victimes d'une attaque au gaz sarin. » Et ça n'est que le soir que le Japon et le reste du monde apprennent l'impensable nouvelle. Le métro de Tokyo a été attaqué au sarin. À l'heure de compter les victimes, il y a 12 morts et plus de 5000 blessés. Alors je sais, ça peut paraître miraculeux, 12 morts seulement. Mais l'ampleur du drame est dans le nombre de blessés. À l'heure où je vous raconte cette histoire, certains d'entre eux sont toujours dans le coma depuis plus de 25 ans. Et des centaines de personnes ont vu leur vie bouleversée à jamais. Et maintenant, il faut bien répondre à la question. Qui a pu commettre cet acte d'une telle barbarie? Que les choses soient bien claires. Au Japon, le soir de l'attentat, personne ne peut imaginer qu'il s'agisse de la secte Aum Shinrikyo. Personne. Les supputations autour de la secte n'ont pas dépassé le stade d'un tout petit cercle. Ce soir-là, en vérité, les Japonais pensent que c'est un autre pays qui les a attaqués. Et c'était d'ailleurs la grande idée de Shoko Asahara, le gourou de la secte. Faire croire à l'opinion publique que le Japon avait été attaqué par les États-Unis, par exemple. Le rêve fou du gourou était de déclencher une guerre mondiale. Le jour d'après, le Japon se réveille avec une terrible gueule de bois. Tokyo vit dans la peur. Les gens refusent de prendre le métro. Le chiffre d'affaires des taxis grimpe en flèche. Et c'est l'armée, désormais, qui protège la capitale. Et le choc, c'est que la presse, ce matin, fait enfin un lien entre ce qui vient de se passer et l'attaque au gaz sarin survenue il y a 9 mois à Matsumoto. Et elle évoque enfin la piste de la secte Aum Shinrikyo. Pour les Japonais, c'est un choc. Une secte religieuse bouddhiste, par nature pacifique, serait donc responsable de cet attentat? Enfin, c'est impensable. Et la secte, elle, passe à l'offensive médiatique. La secte religieuse Aum a d'elle-même jugé nécessaire de faire une mise au point devant la presse, une conférence qui a duré 2 heures, durant lesquelles un avocat a répété sur tous les tons qu'il n'y avait aucun lien entre la secte et les meurtres du métro, qu'au contraire, la secte a été victime d'un complot et que si l'on a retrouvé des résidus de sarin aux abords de l'un de ses centres en juillet dernier, c'est parce qu'elle avait justement été victime d'une agression. Mais de nombreuses questions restent en suspens. Dans une interview à une chaîne de radio, le gourou annonce « Que vous le vouliez ou non, vous mourrez. Gloire à l'infini. Gloire à mes disciples bien-aimés qui ont été calomniés simplement parce qu'ils ont reçu les enseignements de Aum, vérité suprême. » Le lendemain, 22 mars 1995, la police nationale lance un raid contre la secte et son quartier général. Et ce qu'elle découvre dépasse l'entendement. Une prison où sont enfermés plus de 50 adeptes, quasiment morts. Certains ont été lobotomisés chimiquement. Et puis on trouve aussi des quantités colossales de produits chimiques utiles pour la préparation du sarin. Aussi des stimulants pour galvaniser les guerriers, de la glycérine pour fabriquer des explosifs, et des stocks de peptone. C'est un produit qui sert à cultiver des bactéries pour concevoir des armes bactériologiques. Dans une urne, les ossements d'une femme et d'un enfant, et puis dans une pièce noircie par le feu, plus de 80 bidons d'essence vides,
Grâce à tout ce matériel, la police fera le lien avec plus de 20 meurtres. Il faut 5 jours pour localiser l'endroit où a été fabriqué le gaz sarin. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, pour laver son honneur, la secte avait fait visiter aux journalistes une grande pièce, un temple avec un grand Bouddha. Eh bien, en se penchant sur le Bouddha, la police découvre qu'il est en polystyrène et qu'il dissimule un laboratoire, des tuyaux, des filtres, des réacteurs chimiques cachés dans le Bouddha. La secte Aum Shinrikyo était capable de produire assez de sarin pour tuer 4 millions de personnes. En visite à Tokyo, le Dalai Lama, qui a rencontré plusieurs fois Shoko Asahara, est bien sûr assailli de questions. « Votre sainteté, qu'avez-vous à dire sur les accusations qui pèsent sur Shoko Asahara? Vous le connaissez bien. Je considère Shoko Asahara comme un ami. Mais ça n'est pas nécessairement un ami parfait. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais au fait, lui, Shoko Asahara, où est-il? Il a réussi à semer la police? La rumeur dit qu'il a quitté le pays. En attendant de le retrouver, le 30 mars, le chef du service central de la police nationale prend 4 balles en sortant de chez lui. Il survit de justesse. Et le 5 mai, la secte pose une mallette dans le métro encore. Et cette fois-ci, c'est du Zyklon B. C'est le gaz utilisé par les nazis dans les chambres à gaz. Heureusement, c'est un échec. Cet attentat aurait pu faire 20 000 morts. Dix jours plus tard, au pied du mont Fuji, qui est le quartier général de la secte, dans le brouillard du petit matin, émergent des centaines de policiers, avec des équipements anti-émeutes et des blindés, et dans leur sillage, les véhicules des chaînes de télévision. Pendant 4 heures, les policiers fouillent à nouveau tous les locaux de la secte. Et vers 9h30, la police fait une découverte. « Chef, on a trouvé une pièce cachée entre le 1er et le 2e étage. Venez. Là, vous voyez, c'est une trappe. » Quand les policiers entrent dans cette pièce dissimulée, ils découvrent dans le noir total une forme humaine assise dans la position du lotus. « Est-ce que vous êtes Shoko Asahara ? » ?»« Oui, c'est moi. » Il est vêtu d'une tunique pourpre. À ses pieds, il y a un Walkman et 100 000 $ en liquide. Et selon certaines sources, une Kalachnikov. « Shoko Asahara, vous êtes en état d'arrestation. Ne me touchez pas. Même mes disciples n'ont pas le droit de me toucher. » À 10h35, la police sort du bâtiment avec le gourou. Il est dépenaillé, il est sale, il pue. Ça faisait des mois qu'il était caché là. Au Japon, le gourou de la secte Aum a été inculpé pour meurtre et tentative de meurtre dans l'enquête sur l'attentat au gaz sarin du métro de Tokyo qui avait fait 12 morts le 20 mars dernier. Lui continue de clamer son innocence, mais ses lieutenants ont parlé. À Tokyo, Sophie Malibu. Après 3 semaines d'interrogatoire, le gourou Shoko Asahara vient d'être inculpé pour meurtre et tentative de meurtre dans l'affaire de l'empoisonnement au gaz du métro de Tokyo. Des interrogatoires plutôt silencieux en ce qui le concerne personnellement. En revanche, ses principaux lieutenants, eux, ont parlé. Beaucoup parlé à tel point que la police se dit aujourd'hui en mesure de prouver très exactement où et quand la secte a fabriqué du gaz sarin en vue de perpétrer l'attentat et comment les responsables désignés par le Le procès va durer presque 10 ans, jusqu'au 27 février 2004, date à laquelle le gourou Shoko Asahara et plusieurs auteurs des attentats terroristes sont condamnés à mort par pendaison. Depuis, Shoko Asahara est resté 12 ans dans le couloir de la mort et il a finalement été pendu
le 6 juillet 2018. Quant à la secte, elle existe toujours aujourd'hui. Elle a juste changé de nom et s'appelle désormais Alep. On pense qu'elle aurait 2000 adeptes et on espère que la police la tient à l'œil. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Et pour débriefer cette histoire, j'ai l'homme qu'il nous faut, Pascal Zivi. Cela fait 40 ans que vous vivez à Sapporo, au Japon. Vous avez créé là-bas le bureau des manipulations mentales et vous êtes aussi le correspondant au Japon de l'association française UNATFI, qui est l'association de défense des familles et de l'individu victimes de sectes. Vous avez écrit de nombreux livres sur le sujet, en français et en japonais. Je voudrais d'abord savoir si cette histoire est encore très ancrée dans la mémoire japonaise. Est-ce qu'on en parle et reparle beaucoup ? Oui, ça fait 26 ans maintenant qu'il y a eu cette attaque au gaz et pour ces 26 ans, la télévision japonaise a montré beaucoup d'images et a rappelé ce qui s'était passé et dans les journaux, il y a eu des articles. Donc, cette attaque au gaz reste vraiment une chose qui a marqué et qui marque encore les Japonais. Les 5000 blessés, il y a vraiment encore des gens dans le coma 26 ans après ? La personne qui était dans le coma est malheureusement décédée, mais vous avez encore beaucoup de personnes qui restent sur le trauma qu'ils ont eu durant l'attaque au gaz, oui. L'exécution par pendaison donc de Shoko Asahara, elle a été très, très suivie en 2018 ? Oui, elle a été suivie, mais malheureusement, ça n'a fait que renforcer la foi d'Asahara pour les adeptes du nouveau groupe qui s'appelle Alep. Ils le considèrent comme un martyr. Ils le considèrent comme un martyr ? Oui. Expliquez-nous comment on peut arriver à un tel aveuglement alors ? C'est-à-dire que les gens ont été tellement manipulés et la manipulation aussi par la peur que les gens finalement ont refusé de réfléchir par eux-mêmes et ont suivi le gourou simplement sans réfléchir en disant c'est le gourou, c'est notre chef, ce qu'il dit est vrai et quoi qu'il dise on doit le suivre et le croire. Mais quoi qu'il se soit passé, ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui dans la secte Alep que ceux qui étaient avant dans la secte Aoum. Ceux qui dirigent, en particulier ceux qui dirigent maintenant la secte Alep, sont tous des anciens du Aum Shinrikyo. Mais vous avez quand même de nouveaux adeptes qui sont rentrés après, quand le groupe Alep a été fait. Je crois savoir que la propre femme de Shoko Asahara est l'une des responsables de cette nouvelle secte. Exactement. Il faut dire aussi que maintenant le groupe est séparé en trois. Vous avez Alep, dont le chef c'est Matsumoto Tomoko, la femme de Shoko Asahara. Vous avez aussi un petit groupe qui s'appelle Ikari no Wa, qui est dirigé par un ancien de Aum Shinrikyo, Monsieur Joyu. Et là, il y a la troisième fille de Shoko Asahara, Matsumoto Rika, qui a fait son propre groupe, qu'elle appelle le groupe Yamadara. Mais je disais que sans doute les autorités japonaises les ont à l'œil. Confirmez-moi que c'est vrai. Ah oui. Ils ont renouvelé, si vous voulez, vous avez la police et aussi ce qu'on appelle la police secrète qui les surveille. Et au début du mois de janvier, les juges ont décidé de renouveler pour 3 ans la surveillance totale de ces 3 groupes. Donc on les garde à l'œil en permanence. En permanence. Et tous les 3 mois, vous avez la police et la police secrète qui va dans les différents dojos du groupe Aleph et autres pour vérifier ce qui se passe et autres. Donc pour parler avec les fidèles ? Non, les fidèles ne leur parlent pas. Ils ne veulent absolument pas leur parler. Ils rentrent simplement dans les temples pour voir ce qui se passe et tout, pour vérifier s'il y a de nouveaux, s'ils peuvent trouver des informations, mais les adeptes ne leur parlent pas. Je compte sur vous pour tenter de situer ces groupes dans le paysage religieux au Japon, parce que moi j'étais resté sur l'idée que le Japon était majoritairement shintoïste et aussi un peu bouddhiste. Que représentent ces groupes dans tout ça ? Vous savez, les Japonais sont à la fois, ils sont religieux sans être religieux.
les jeunes maintenant, ils sont pas tellement bouddhistes ou shintoïstes, si vous voulez, mais ils sont plutôt sur la spiritualité. Les personnes les plus d'un certain âge, oui, encore, ils vont au temple bouddhiste, au shintoïste, mais il faut dire que au Japon, pour la religion, c'est assez spécial. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment d'éducation religieuse, mais la manière de vivre des Japonais dans leur culture, il y a tout un tas de religions qui se retrouvent dans leur culture. Qui imprègne les gens, en fait. C'est la culture qui imprègne les gens de choses religieuses. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont religieux sans être religieux. C'est assez difficile à expliquer. Ces sectes-là, elles se situent où par rapport à ces deux grands courants, shintoïstes et bouddhistes? Je pense qu'on peut dire une chose. Avec le Aleph et avant le Om Shinrikyo, c'est plutôt nouvel âge. Ils mélangent le bouddhisme, le shintoïsme, ils mélangent aussi le christianisme et les religions hindouistes. Ils font un mélange. C'est pas simplement bouddhiste. Mais comment est-ce qu'ils rentrent en contact avec les gens? D'abord, ils ne disent jamais qu'ils sont du groupe Aleph. Ils trompent les gens. Ils vont essayer de recruter les gens en leur disant voulez-vous faire du yoga, voulez-vous étudier par exemple la psychologie indienne, des choses comme ça. Mais ils cachent toujours qui ils sont. Ils ne disent jamais qu'ils sont du groupe Aleph. Donc ça vient dans un deuxième temps. Combien de temps après est-ce qu'ils abattent leurs cartes? Ça prend des mois, des années? Ça dépend des personnes. Ils voient, c'est la personne, généralement il y a 10 séances, ils font des groupes d'études où ils enseignent l'enseignement de Shoko Hara-san sans dire à ces personnes-là que c'est l'enseignement. Et au bout d'un certain temps, quand ils voient que la personne commence à avoir les mêmes idées qu'eux, ils leur expliquent qu'ils sont Aleph. À ce moment-là, la plupart des personnes, puisqu'ils ont été accueillis d'une manière très agréable, qu'on s'est occupé d'eux, qu'on a essayé de les aider, acceptent assez facilement de devenir membre de la secte. C'est un peu spécial, j'avoue. Oui, c'est un peu spécial parce qu'aucun d'entre eux n'ignore ce qui s'est passé en 1994. Oui, mais à un certain moment, quand ils expliquent qu'ils sont de la secte Aleph, c'est assez vicieux, je pense. C'est qu'ils commencent à expliquer oui, mais tout ça c'est un complot, tout ça c'est faux, et ils présentent tout un tas de documents pour expliquer à ces personnes qui viennent dans leur groupe que tout ce qui a été dit est complètement faux, que ce n'est pas eux qui ont fait les attentats du métro, que tout ça est faux, que Asala est un martyr. Ouais. Donc c'est une théorie complotiste comme beaucoup d'autres, quoi. Exactement, je suis d'accord avec vous. Le gouvernement, en 1994, on a l'impression qu'il veut pas voir, parce qu'il y a cette journaliste qui va voir la police, et on a l'impression que la police se dit c'est pas possible, on peut pas s'en prendre à un groupe religieux. Exactement. Le grand problème au Japon, c'est la liberté de religion qui est prise vraiment très au sérieux. Et dès qu'un groupe est devenu un groupe religieux, la police n'ose pas bouger, même s'ils ont des doutes. Ils n'osent pas bouger parce que on va les attaquer tout de suite en leur disant c'est un groupe religieux, vous êtes contre la religion, c'est pas normal. Donc la police a eu beaucoup de difficultés à pouvoir bouger par rapport parce que c'est un groupe religieux. Le rôle du Dalai Lama dans cette histoire, c'est... Bon, moi, ça fait longtemps que je pense qu'on magnifie trop le Dalai Lama et que derrière, y a plein de trucs qui sont pas net, mais là, quand même, il a un rôle extrêmement négatif. Enfin, il n'assume pas, c'est un peu grâce à lui que ce type a prospéré. Il n'y avait pas que le Dalai Lama. Vous avez beaucoup d'autres chefs religieux des Indes ou d'autres pays comme ça, bouddhistes, qui ont accueilli Shoko Hara-san. Le Dalai Lama, c'est simplement une personne, mais c'est vrai qu'il n'a pas assumé. Il n'a pas dit à un moment, il n'a pas assez dit très fortement, Shoko Hara-san est un homme dangereux, ce qu'il enseigne est complètement faux, et je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'a jamais vraiment pris position comme ça. Ça, c'est un grand problème. Alors, quelles étaient les motivations profondes de Shoko Asahara dans cet attentat? Est-ce que, d'abord peut-être dans la secte, c'est-à-dire au fond, quel est son petit moteur à lui dans le fonctionnement de sa secte? Est-ce que c'est l'argent, comme dans beaucoup de sectes, ou est-ce qu'il a des objectifs qui sont non financiers? L'argent, premièrement, et ensuite
Il veut conquérir le monde. Il voulait véritablement que le monde entier devienne ses disciples, que tout le monde lui obéisse. Donc c'est comme dans beaucoup de religions, au fond, un objectif de conquête. Oui, exactement. Il avait vraiment dans sa tête la conquête du monde. Évidemment, je suis amené à vous poser cette question. Je suppose qu'on a dû se la poser. Est-ce qu'il n'était pas fou, ce monsieur, tout simplement? Si vous me posez la question à moi, je vous réponds que pour moi, je pense que c'était un être qui était malade Oui. et excessivement dangereux. Donc malade psychiatriquement, on est d'accord? Exactement, je pense qu'on peut le dire. Je vous remercie infiniment, Pascal Zivi. Merci d'avoir apporté votre expertise en direct depuis Sapporo, au Japon. Je rappelle que vous êtes notamment le fondateur du Bureau des manipulations mentales là-bas et que vous êtes aussi le correspondant de l'association française UNADFI qui combat les sectes dans notre pays. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.